Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Nous allons parler de cette loi présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Mais d'abord un mot sur le match PSG et face au club d'Istanbul qui a été suspendu hier soir. Les joueurs des deux équipes ont quitté le stade après des propos racistes proférés par le quatrième arbitre Negro en désignant un joueur. La ministre des Sports a parlé de décision historique. Et vous ? Oui, elle a raison et la sanction devra être encore une fois à la hauteur de ces injures. Je crois que le sport, plus qu'un autre domaine, doit être à l'écart de ce genre d'injures et de ce type de racisme. Donc évidemment que... Sanction du quatrième arbitre par oui, l'UEFA. bien sûr. Et évidemment que les joueurs ont bien fait de mettre un terme à cette rencontre. La loi pour protéger la République, une loi contre le séparatisme, c'est comme ça qu'on l'appelait auparavant, sera présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Vous y voyez des dispositions utiles dans la lutte contre l'islamisme radical ? J'y vois des bonnes choses, mais j'y vois surtout un président de la République qui vide l'océan avec une cuillère. D'abord, ce projet de loi, il a changé à plusieurs reprises de nom. On nous a parlé d'un projet de loi contre l'islamisme. On nous a ensuite parlé d'un projet de loi contre le séparatisme. Et on nous parle aujourd'hui d'un projet de loi qui va conforter les principes républicains. Je me demande comment est-ce qu'on peut nommer une idéologie qu'on ose à peine nommer. Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». Et en actant cette reculade sémantique, je pense que ça en dit long sur la faiblesse de nos institutions et sur la faiblesse de l'État. Une volonté d'éviter les crispations ? Mais probablement comme beaucoup de journaux aujourd'hui qui, depuis malheureusement 2015, ont arrêté de diffuser des caricatures parce qu'on considère que ces caricatures vont heurter, parce qu'on considère que aujourd'hui, la poussée du fondamentalisme islamiste dans notre pays a entraîné un recul de nos libertés. Vous considérez que la presse a reculé ? Oui, les libertés ont reculé manifestement. La presse a reculé dans la diffusion des caricatures ? Bien sûr, et les quelques personnes qui osent adresser une critique à l'islam, en l'occurrence, puisque c'est cette religion qui fait aujourd'hui débat sous sa forme politique, sous sa forme sociale, sont menacées de mort et généralement sous protection policière. Mais ce que vous venez de dire, c'est intéressant. Vous dites critiquer l'islam, c'est pas le propos de cette loi contre le séparatisme, c'est l'idée de protéger les principes. Non, je dis que et les les gens qui aujourd'hui remettent en cause le grand recul de nos libertés qui est en train que sont en train d'organiser les fondamentalistes islamistes dans notre pays. Je pense à votre confrère Zineb El Razoui, qui est l'une des journalistes qui vit aujourd'hui en France sous protection policière. Je pense à des citoyennes simplement comme la jeune Mila, qui est une adolescente de 16 ans, qui avait critiqué une religion sur les réseaux sociaux. On n'est pas en Arabie Saoudite, on n'est pas au Qatar. Le blasphème, le délit de blasphème n'existe pas en France depuis la fin du 19e siècle. Or, aujourd'hui, c'est vrai que l'islam politique a entraîné un recul de nos libertés, avec au premier rang desquelles la liberté d'expression, bien sûr. Alors, si on prend dans le détail certaines mesures, l'école à domicile, alors les parents qui souhaitent procéder à l'instruction à domicile pourront demander une autorisation. Le président avait plutôt parlé d'interdiction de l'enseignement à domicile. Pour le coup, il est passé sur les fourches codines du Conseil d'État. Il faut être pragmatique. Oui, il faut être pragmatique, mais vous voyez comment on résume assez vite d'ailleurs un phénomène qui a tué 260 de nos compatriotes depuis 2015 à une histoire de scolarisation à l'école. Donc il y a quelques mesures qui vont dans le bon sens, mais ce sont des mesures dérisoires. Le contrôle par exemple des financements des lieux de culte que nous réclamons depuis des années, cela va évidemment dans le bon sens, donc rien n'est négligeable dans ce projet de loi, mais on passe à côté de l'essentiel. Ce serait quoi l'essentiel ? Il y a 570 mosquées radicales dans notre pays. Elles n'ont pas été fermées. 570 mosquées radicales identifiées par les services de renseignement. Nous avons dans notre pays un peu plus de 4000 individus qui sont de nationalité étrangère et qui sont fichés pour radicalisation. Pourquoi ne sont-ils pas expulsés de notre territoire ? Vous le savez. Pourquoi ? Vous le savez, parce qu'il faut qu'à l'étranger, on les accepte. Donc il y a des négociations en cours, y compris d'ailleurs avec le ministre de l'Intérieur ou le Quai d'Orsay. Pour quelques dizaines de personnes. Mais nous devons mettre aujourd'hui en place un principe de précaution. Et puis je vais vous dire, le premier séparatiste de France, c'est Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui, par ses déclarations, notamment les déclarations qu'il a eues auprès de vos confrères de Brut il y a quelques jours, jette des bidons d'essence sur le feu. La France est au bord du chaos. La France tombe dans les violences chaque week-end. Et le président de la République nous reparle de la colonisation. Il nous explique que la France n'en a pas fait assez économiquement, socialement, pour les générations d'immigrés qui sont arrivés et qu'elle aurait une responsabilité dans la montée de l'islamisme. C'est lui qui renforce l'appartenance à des cultures d'origine lorsqu'il veut renforcer, par exemple, l'apprentissage de l'arabe dès le plus jeune âge, alors même qu'un tiers des élèves de CP ne parlent pas le français ou parlent très très mal le français. C'est une étude qui vient de paraître. Donc, vous voyez, je pense qu'on ne peut pas en même temps, si vous voulez,
être le lundi à la droite de la droite et le mardi reprendre le discours de l'extrême gauche ou des indigènes de la République. Il ne faudrait pas autoriser l'apprentissage de l'arabe. Le président de la République, et vous le savez, a encadré désormais l'apprentissage de l'arabe qui était fait par des pays étrangers qui finançaient l'apprentissage de l'arabe. Désormais, ce sera géré en France. Est-ce que ça, c'est pas... Mais quand un tiers des élèves de CP maîtrisent mal la langue française, quand la France, c'est parmi les pays développés la dernière de la classe aujourd'hui dans l'apprentissage des mathématiques, vous ne croyez pas qu'il y a d'autres priorités que d'enfermer toute une partie de la jeunesse dans sa culture d'origine? Je crois en tout cas que, comme disait Renan, que la nation est un plébiscite de tous les jours et qu'il faut assumer aussi notre histoire, notre tradition, notre roman national. Lorsqu'Emmanuel Macron nous dit qu'il développerait, par exemple, des statuts en fonction de la couleur de peau, c'est-à-dire que les gens noirs auraient leur statut, les blancs auraient leur statut, on n'est plus dans le roman national. Où est-ce qu'il a dit ça? Il l'a dit sur Brut, il y a quelques jours, lorsqu'il nous dit qu'il va sélectionner une liste de personnes, de personnalités issues de la diversité, pour ne pas nommer en réalité les choses. Donc cette vision racialiste, vous voyez, c'est une vision de la société américaine, c'est une vision anglo-saxonne. C'est pas une façon de rééquilibrer l'histoire ? Ce n'est pas une façon d'unir le peuple français et de rassembler la France autour de ses principes, autour de son identité et autour de ce principe qui est l'assimilation. L'assimilation républicaine, c'est pas venez comme vous êtes, c'est devenez ce que nous sommes. Or, c'est vrai qu'en reniant ce principe essentiel qui a fait l'unité de notre pays pendant des siècles, eh bien, c'est vrai qu'Emmanuel Macron renforce le communautarisme. Et puis, juste un dernier mot. Dernier mot. On ne peut pas parler de séparatisme si on ne met pas aujourd'hui en cause la politique migratoire. Parce qu'on ne peut pas parler de séparatisme en continuant d'accueillir 450 000 personnes chaque année. Et nous réclamons que plus aucun ressortissant de pays islamistes ne puisse rentrer sur le territoire français. Vous avez vu comme moi les images de l'enterrement. Vous voyez les images à l'étranger de dénonciation d'une politique islamophobe qui serait menée en France après des déclarations du chef de l'État. Vous dites quoi ? Je dis que le président de la République cède à ces revendications en refusant même d'inscrire le mot islamisme, qui est l'idéologie qui nous a déclaré la guerre dans notre pays depuis des années. Et quand je vois les images, vous les avez vues comme moi, les images de l'enterrement de l'assassin de Samuel Paty, qui a été célébré en héros en Tchétchénie, eh bien, ce sont ces gens-là que nous accueillons aujourd'hui, qui demandent l'asile dans notre pays. Donc le Bangladesh, la Tchétchénie, le Pakistan, tous ces pays dont vous parlez, où il y a eu des manifestations contre la France, eh bien, effectivement, ne devraient pas pouvoir entrer dans notre pays. La frontière devrait être fermée avec ces pays. Le président veut convoquer un Beauvau de la sécurité en rassemblant les forces de l'ordre, les citoyens, les élus. Est-ce que c'est malgré tout un bon moyen de répondre à la colère qui s'est exprimée au sein des forces de l'ordre ? Les forces de l'ordre, aujourd'hui, elles sont en première ligne dans notre pays pour 1 500 € par mois. Et encore une fois, quand Emmanuel Macron nous explique que la police ferait de la discrimination au faciès, effectivement, qu'il jette des bidons d'essence sur le feu et effectivement qu'il renforce les tensions. Emmanuel Macron considère, et comme beaucoup d'ailleurs, notamment à gauche et à l'extrême gauche, il donne des gages à toute cette partie-là de l'échiquier politique, serait raciste ou en tout cas aurait une incarnation systémique de racisme dans ces pratiques de contrôle. Nous les contestons. Je pense que nos forces de l'ordre, même s'il peut y avoir parfois quelques individualités qui commettent des erreurs, font un travail exemplaire et donc il faut aujourd'hui évidemment renforcer leurs moyens. C'est pas un sujet, le contrôle au faciès dans la police pour vous ? Mais si c'était avéré, par exemple, si c'était avéré, est-ce que vous considéreriez ça comme quelque chose de grave ? Bien sûr, mais il y a 0,3% de signalements qui sont faits à l'IGPN chaque année. Il y a dans notre pays 5,7 millions de Français, d'après une enquête de victimisation CVS qui a été faite l'an dernier, 5,7 millions de Français qui ont peur de sortir de chez eux tous les jours. Est-ce que vous pensez que c'est à cause des patrouilles de police que beaucoup de nos compatriotes ont peur aujourd'hui de sortir dans la rue ? Donc il ne faut pas inverser aujourd'hui la charge de l'accusation. Comment est-ce que vous expliquez que la relation entre les Français et la police, là aussi si on en croit des études récentes publiées, est en train de s'abîmer ? Il y a une majorité de Français qui soutient aujourd'hui incontestablement, après 50, 60%, une grande majorité de Français qui soutiennent nos forces de l'ordre, parce que nos forces de l'ordre ont le sentiment légitime d'ailleurs d'avoir été abandonné par les pouvoirs publics. C'est vrai que les quelques cas et les images de Michel, comme vous et moi, évidemment, ont choqué beaucoup de gens, n'aident pas à renforcer. Bien sûr, n'aident pas à renforcer ce lien. Mais je déplore, si vous voulez, qu'on cherche un peu trop à faire de ces personnes-là des martyrs officiels, quand d'ailleurs, je pense, beaucoup de gens, beaucoup de journalistes, beaucoup de politiques ne se souviennent pas, par exemple, des noms des victimes de l'attentat de Nice qui a eu lieu il y a 40 jours dans notre pays. Est-ce que vous pouvez imaginer que le gouvernement demande de nouvelles restrictions aux Français le 15 décembre si les chiffres de contamination ne baissent pas et n'atteignent pas le seuil de 5000 contaminations prévues par le président de la République ? Ce sont des mesures arbitraires qui ont été annoncées. Et là encore, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on s'est précipité à donner des chiffres ? Encore une vision très technocratique du confinement.
Je pense que les dégâts collatéraux du confinement vont être dramatiques pour notre pays, notamment pour beaucoup de restaurateurs, beaucoup de chefs d'entreprise. Donc nous souhaitons, nous, aller vers une ouverture avec prudence. On est aujourd'hui sur un plateau, mais on se rapproche plus de ce que nous avons connu cet été plutôt que ce qu'on a connu notamment à la mi-octobre. Donc il faut aller vers une ouverture avec prudence. Encore une fois, sur les restaurateurs, on leur a demandé beaucoup d'efforts. Il faut continuer évidemment avec ce protocole, mais beaucoup ne se relèveront pas. Et d'ailleurs, les syndicats de restaurateurs eux-mêmes le disent, 65% des restaurateurs pourraient ne pas se relever d'une rouverture fin janvier, début février. Donc on rouvre les restaurants. Il faut avant Noël. rouvrir progressivement, sortir de cet absurdistan totalitaire avec des attestations. On nous regarde un peu des autres pays. On est les seuls à faire ça avec l'Irlande. On nous regarde un peu avec des gros yeux à l'extérieur. Revenir un peu de bon sens et faire confiance au peuple français. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Merci à vous. C'est à vous, Laurent. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une très belle journée.